Est-ce que ça va? Ouais, On se croirait sur scène. Tout à fait, Thierry. On espère qu'on n'a pas trop des tronches de morts vivants là. C'est ça. Parce que... Mais la nuit commence à tomber vite. Oui. Là, il est 9 h. On vous le dit, hein, mais vous pouvez nous croire. On a mis tout ce qu'on avait comme lampe de poche pour que vous nous voyez bien. Voilà. Voilà. On y va? On y va? Ok. Le Trièves, donc, ce petit territoire entouré de montagnes. D'un côté, le Vercors avec le Mont-Aiguille et le Grand Démont. De ce côté, Châtel, Guy Bonnet de Calvin, je parle par Paillot, j'en suis une, hein, c'est pour ça que je me permets quelques familiarités. Alors, donc, on était très heureux d'avoir cette montagne qui avait une vague allure, vous savez, ce qu'on appelle les bancs, ça ressemble, avec beaucoup d'imagination, au petit pli qu'on voit sur le bonnet de Calvin. Donc on se l'est approprié, nous les parpaillots, le bonnet de Calvin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Tour de France en vidéo. Le 6. Yes. Et on vous accueille dans notre petit 4 étoiles. En exclusivité. En exclusivité. Les loges des artistes. Bienvenue chez nous. Là-bas, c'est les toilettes. Oui, là-bas, c'est la cuisine. Et derrière, il y a le patio. Oui, avec la petite piscine au fond. Voilà. On fera visiter une prochaine fois. Hein. Là, on est déjà dans le placard. Hein. Mais placard de 6 mètres carrés. Alors, 6e épisode. Ah oui, 6e épisode. Où c'est qu'on est? Alors, on est à Mins. Mince. Bah mince alors. Ah bah. Oui, on est à Mins dans le Trièves. Et voilà, on vous fait partager notre petite semaine passée là-bas avec nos petites rencontres et nos rendez-vous autour du chemin des Huguenots. Mais pas que. Mais pas que. C'était vraiment un endroit très chouette et on se réjouit de vous le faire partager. On va vous laisser sur nos images. En attendant, vous pouvez cliquer sur Tipeee si vous voulez nous aider, nous soutenir, donner 1 €, 2 € plus si affinité. Et si vous voulez être averti des publications des vidéos, comme d'habitude, c'est où? Là, c'est quoi? On va dire que c'est là. Ah, c'est là. Voilà. Là. Sur s'abonner. Sur s'abonner. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-moi. Abonnez-vous. Oh yeah. Abonnez-moi. Oui. Pardon. Bon, salut. À la semaine prochaine. Voilà donc à Mins, capitale du Trièves, territoire situé aux confins de l'Isère et aux portes de la Provence, décrit par Junot comme un cloître de montagne. Nous avons ici rendez-vous avec Claude Brandt, qui a fait le chemin des Huguenots en 2010, avec les pionnières Barbara et Pascaline et leurs 2 ânes. Voyage dont nous avions déjà parlé dans un précédent épisode. Claude évoque avec nous quelques-uns de ses souvenirs de cette aventure sur ce chemin d'exil. Eh bien, toutes les étapes, on avait un contenu qu'on pouvait expliquer, qu'on pouvait lire. Et dans tout notre périple, le soir, quand les gens nous attendaient, il y a eu des fois des réunions, il y avait 40-50 personnes, eh bien, on lisait des textes qui correspondaient au pays où on était, ce qui s'était passé ce qui s'était passé dans l'Oisans à telle période, etc. Donc pour les Huguenots, comment ils se sont fait, voilà, comment certains se sont fait massacrer, etc. Enfin, toute l'histoire un petit peu des Huguenots en marche. Et on peut l'apprendre depuis le début avec, il y a eu un gros travail de fait, de mémoire, et qui est vraiment très intéressant. Moi, je ne suis pas protestant, mais je trouvais que c'était vraiment très très intéressant ce qui se disait et qui est toujours tellement contemporain en fait de ce qu'on vit puis de ce qu'on peut ressentir quand on sort comme ça. Je trouve que c'était vraiment pouvoir se nourrir aussi donc chaque jour un petit peu d'une approche de gens qui ont écrit des choses il y a 400-500 ans sur ce parcours et puis qu'on se réapproprie et qu'on lit. C'est fantastique.
on a conscience quand même qu'avec tous les moyens qu'on a, de téléphone portable, d'ordinateur, etc., d'informations instantanées, on peut faire plein de choses à la fois. Mais en fait, on zappe en permanence, on s'éparpille. Et là, donc, de s'astreindre à ça, de dire je vais partir à pied, avec éventuellement moi, avec ou sans animaux, et je vais marcher. Et là, donc, il n'y a plus toutes ces choses qu'on a autour de nous. On croit qu'il y a besoin de ça absolument tous les jours pour pouvoir vivre. Et là, donc, on peut vivre avec peu de choses, au minimum, un petit pique-nique, et puis le soir, donc, pour dormir. Mais donc, toute la journée, on n'a pas... il faut aller au pas de l'âne, et il n'y a pas à être pressé. Si on stresse, c'est pas la peine, les animaux le ressentent. Donc, il faut accepter ce pas lent et marcher tranquillement jusqu'au bout, jusqu'à l'étape suivante. Le Trièves serait l'une des dernières terres préservées du Dauphiné, l'un des rares espaces où les paysages et les villages ont été maintenus dans un remarquable état de conservation. Ceci explique peut-être pourquoi de nombreux néo-ruraux s'y installent. Les va-nu-pieds, comme certains les surnomment ici avec condescendance, s'affranchissent du regard des autres et avancent sur leur chemin de traverse pour s'éloigner d'une société consumériste. C'est le cas de Sue et Fred qui sont arrivés il y a quelques années dans le Trièves avec leur âne Jojo. Aujourd'hui, ils possèdent un petit troupeau d'ânes avec lesquels ils travaillent une exploitation en permaculture. Dans les années 2008, j'ai décidé de faire une activité agricole de culture de plantes médicinales. Bon, dans un premier temps, c'est là aussi que je me suis dit j'ai envie de faire ça sans énergie fossile, enfin voilà, dans une approche agroécologique. J'ai été d'emblée charmé par le travail avec les ânes et ce que ça représente à tous les niveaux, quoi, hein. Que ce soit même à la limite au niveau économique et au niveau du temps, au niveau de l'investissement, de l'argent. Parce que je me rendais compte qu'avec le tracteur, on tombait presque systématiquement, quotidiennement en panne. Et qu'au final, c'est vrai que l'outil est efficace quand il fonctionne, mais quand il ne fonctionne pas, on se retrouve bloqué là au milieu du champ et allez, il faut aller chercher les pièces ici, là. Et alors que l'âne, il ne tombe pas en panne, tu vois, ça arrive jamais, quoi. Bon, il y a des jours où il bosse plus ou moins bien. Et donc j'ai dit, bah ouais, c'est sûr. Et c'est là que j'ai découvert aussi ce que ça pouvait ouvrir comme porte, le fait de travailler avec un âne dans ma propre relation à la terre, quoi. Il s'est passé quelque chose de différent, en fait. Comme au niveau de la compréhension du « ok, ouais, d'accord, ça marche comme ça, quoi. Il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer, hein, que je peux pas expliquer en fait avec le mental ou l'intellect. Mais voilà, il y a quelque chose comme si c'était peut-être quelque chose d'ancestral ou quelque chose qui s'inscrivait au fond des tripes, quoi, et qui me parlait beaucoup et qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses, en fait. Avant de quitter Mins, nous avons poussé la porte du musée du Trièves, où l'exposition temporaire avait pour thème le fait religieux. Nous avons rencontré le directeur, Frédéric Dumollard, qui nous parle des conditions de départ des Huguenots pour des terres plus tolérantes. En fait, à la révocation de l'édit de Nantes, donc en 1685, où là, on a vraiment une histoire qui devient beaucoup plus tragique, puisque le protestantisme est interdit dans tout le royaume de France par Louis XIV. Et donc là, plusieurs choix s'offrent à la communauté protestante. Donc en premier lieu, la conversion, qui a été préparée par les dragonnades, donc les soldats du roi qui s'installaient dans les maisons et qui mettaient une pression absolument très très difficile à supporter, sous forme de violence, de pillage, voire même de viol, de violence physique, pour obliger en fait les habitants à se convertir. Donc on sait qu'il y a à peu près 20% de la population réformée, donc protestante, du Trièves qui s'est exilé, ce qui représente à peu près donc 10% de la population totale, donc ça fait 1000 personnes environ, donc, et 20% de la communauté protestante donc, qui s'est exilée. Donc on sait aussi, on a des informations historiques sur la façon dont ça s'est passé, et donc retrace maintenant à l'heure actuelle le sentier huguenot. Donc c'est-à-dire que ça se fait peut-être un peu, on peut faire des parallèles avec les exils actuels qui se passent dans d'autres régions du monde,
mais avec des passeurs, de nuit, sur des chemins de traverse, qu'on pourrait appeler des chemins de contrebandiers, voilà, où donc il faut partir en petits groupes sur des chemins très risqués, puisqu'en fait s'ils étaient attrapés, ils risquaient la prison, le bagne. Donc ici, ils étaient souvent emprisonnés à la Tour de Cré, donc dans la Drôme voisine. Et puis pour essayer de rejoindre des terres plus hospitalières, plus tolérantes à cette forme de religion. Donc ici, on est proche de la Suisse, donc Genève qui s'était convertie, qui était passée à la Réforme, où là, ils étaient inscrits dans le Grand Livre de Genève. Et donc on a trace de tous ces Triévois qui sont partis là-bas et qui sont arrivés à Genève pour ensuite continuer leur périple, puisque Genève était... On peut comparer ça aussi à des situations contemporaines comme il peut y avoir à Beyrouth, au Liban, où sur une population locale très réduite, il y a des réfugiés par centaines de milliers qui transitent dans cette ville-là. Et donc pour continuer ensuite dans toute l'Allemagne, puisque un certain nombre de princes allemands étaient protestants et donc donnaient refuge à cette communauté. Jusqu'en Hollande, jusqu'en Angleterre, et puis jusqu'en Amérique. Et on retrouve trace de ces Triévois jusqu'en Afrique du Sud. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça se discute. Enfin, ça se dispute l'attente. Ça fouette, hein, ouf. Ouais. Marcher 16 km aujourd'hui, hein, ça se sent, hein.